Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à Impact IA. Aujourd'hui, je suis en direct de l'événement Impact IA à Montréal, puis j'ai avec moi Gabriel Lépine de chez Aréomag. Merci. Merci, ça fait un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton rôle, puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans un événement d'IA? Bien sûr, Gabriel Lépine d'Aéromag. Aéromag, on fait du dégivrage des avions essentiellement. C'est nous qui nous permet à tous vous de décoller l'hiver sécuritairement à partir de l'aéroport de Montréal. Et puis, ce que je fais essentiellement, je suis en charge des opérations et du développement, ce qui inclut aussi tout ce qui est software et innovation chez nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'Aéromag, comment ça a été fondé, c'était quoi l'idée, où on est rendu présentement? Oui, bien sûr. Aéromag, on a été fondé en 1994 par mon père. On est une entreprise familiale basée en Amérique du Nord, basée partout essentiellement. Et puis, on a été fondé essentiellement grâce à l'innovation. La raison d'être de notre naissance d'entreprise, c'était que notre président fondateur, il voulait qu'on puisse dégivrer les avions plus efficacement avec les moteurs en marche. Dégivrer les avions avec les moteurs en marche, ça te permet de sauver essentiellement une dizaine de minutes avant d'être wheels up, avant d'être dans les airs. Et puis, c'est pour ça que tu nous expliquer un peu c'est quoi du dégivrage d'avion? Parce que moi, j'ai une idée un peu vague des gens avec des hoses qui envoient ça sur l'avion, mais concrètement... Écoute, 10 de nos camions sur 18 à Montréal, c'est des gens qui sont dans un bucket qui dégivrent l'avion. Mais ouais, le dégivrage, essentiellement, c'est obligatoire au monde pour pouvoir décoller l'hiver. Alors, tu ne peux pas avoir n'importe quoi qui colle, la neige, du frost, la glace sur tes ailes ou sur la partie arrière de l'aéronef. Alors, ça doit être propre. Et puis, le dégivrage, essentiellement, on a deux parties de l'étape du dégivrage. La première partie, on fait fondre la neige ou la glace. La deuxième partie, on vient protéger les ailes avec le même type de glycol, essentiellement. Et puis, lorsqu'il arrive à une certaine vitesse, le glycol va sortir des ailes et puis ça permet de décoller avec une aile propre pour pouvoir monter dans les airs. Donc, tu as dit d'entrée de jeu, Aéromag, c'est vraiment une entreprise qui a démarré pour faire de l'innovation, ce qui était de réduire le temps des givrages. Puis là, je t'amène au step suivant. Si on arrive aujourd'hui en 2025, ouais. On entend parler d'IA. L'IA peut nous aider dans le dégivrage d'avions. 100%. Nous, ça fait plusieurs années qu'on a pensé à ça. On a passé beaucoup de temps à faire de l'analyse pour être sûr qu'on ne manque pas, parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose à faire. On savait qu'on avait beaucoup de données. On était un petit peu fous avec combien d'années on gardait nos données. Puis essentiellement, en travaillant ensemble, on a créé un projet qui est essentiellement le Waze pour le dégivrage. Alors, ça nous permet de maximiser le temps. Ce qui est pour les passagers, ça nous fait sauver des minutes aux passagers sur leur étape du dégivrage pour qu'ils puissent se rendre plus rapidement dans les airs et à leur destination. Parce que de ce que je comprends, chaque minute a un coût quand même vraiment important. Essentiellement, oui, chaque minute vaut une centaine de dollars US pour la compagnie aérienne. Non seulement ça, c'est que plus que tu as de minutes de retard, plus que ça prend de l'espace sur un terrain aéroportuaire. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'espace sur n'importe quel aéroport au monde, surtout dans les aéroports qui sont déjà bâtis. Alors, on vient essentiellement ralentir la croissance des aéroports. On vient maximiser chaque centimètre d'une route ou d'un espace de ciment sur un terrain aéroportuaire. Puis, du point de vue de sécurité, puisque je présume que dans l'aéronautique, la sécurité est hyper importante, comment vous naviguez au travers de la sécurité, justement en intégrant l'IA avec les données que vous récoltez? Tout à fait. Bien, avec notre projet avec l'IA, essentiellement, on est rendu plus sécuritaire qu'on l'était avant. Toutes les petites règles qui, des fois, peuvent être des choses qu'un humain doit apprendre et qu'on doit être capable d'auditer, on est capable de le bâtir dans l'IA pour que non seulement on soit plus efficace, qu'on ait maximisé le trafic de l'avion ou la décision d'un contrôleur, mais aussi, on est capable de bâtir plus de règles pour qu'on soit encore plus sécuritaire. Puis le plus important qu'on explique souvent à nos partenaires aux avions ou aux aéroports, c'est que l'IA ne va pas prendre la décision tout seul. On a tout le temps un humain qui est capable d'accepter ou dire non à la recommandation de l'IA pour faire son mouvement. Essentiellement, c'est comme quand un Waze te dit « passe par là parce qu'il y a un accident », ça reste au conducteur à décider si tu tournes à gauche ou si tu tournes à droite. Oui, exact.
j'aime vraiment ce que tu viens de dire, que l'humain, au final, vient prendre la décision, puis c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent dans tous nos projets d'IA, là. Ce matin, je parlais à Télé-Québec, qui est un peu un enjeu qui est complètement différent. Ils viennent créer du contenu pour enfants avec de l'IA. C'est ça le projet, c'est ce qu'on essaie de développer avec eux. Puis une des apprentissages, parce que c'est vraiment un projet d'apprentissage, c'est au final, l'humain reste vraiment présent dans les décisions. Je ne sais pas si tu peux approfondir un peu plus avec comment l'IA vient intervenir précisément dans tous vos processus, du début jusqu'à la fin. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Bien sûr. Alors, essentiellement, c'est un avion. Le passager embarque dans l'avion et puis il se fait l'avion se fait dire où aller par un contrôleur aérien. Essentiellement, ensuite, il dit OK, va dans cette direction-là et puis tu vas aller te faire dégivrer. Rendu là-bas, quelqu'un va dire à l'avion où aller. Donc, essentiellement, c'est là que nous, on prend le contrôle puis on dit à l'avion où se placer. L'IA, basée sur nos dizaines d'années de données, ainsi que d'autres données télémétrie, que ce soit les données des camions, ça fait combien de temps que l'avion est atterri, ça fait combien de temps qu'il neige, c'est quoi, est-ce qu'il neige fort, est-ce qu'il neige pas fort, est-ce qu'il y a de la glace. L'IA est capable de prédire combien de temps ça va prendre de se faire dégivrer et combien de camions doit aller sur l'avion ou quand le camion doit les remplir ou où le camion doit aller. L'IA, c'est aussi l'opérateur. Est-ce qu'il est bon sur ce type d'avion-là? Est-ce qu'il est moins bon sur ce type d'avion-là? Et il maximise essentiellement l'efficacité opérationnelle pour tous les avions pour qu'il y ait le moins de délais possible. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est lorsqu'il neige, on vient sauver de 1 à 4 minutes par avion essentiellement. Normalement, un dégivrage en neige légère, c'est 15 à 20 minutes. Toute l'étape au complet. Non seulement l'application qui va durer peut-être 8 minutes, mais il y a beaucoup d'étapes de sécurité et de mouvement et de coordination qui vont prendre beaucoup de temps. Fait que nous, on vient travailler sur ce autre 7 à 8 minutes-là pour maximiser cela le plus possible. On veut réduire les délais. C'est ça que l'IA il vient faire. Il est capable de prendre ces centaines de données-là par avion et dire, OK, tu vas aller là, cet avion-là va aller là, parce que je sais que aussi dans 2 heures, tous les autres avions, ils vont arriver comme ça, puis ils maximisent chaque mouvement. Ce qui est extrêmement difficile pour un humain de faire une... C'est absolument impossible. C'est impossible. L'humain, il faut faire le mieux qu'il peut. Nos opérateurs les plus expérimentés sont capables de prendre une décision live parce qu'ils savent que, OK, je vois 4 avions en ce moment, je vois 5 avions, c'est comme ça que je m'enligne. Mais après ça, c'est impossible pour lui. Il va dire, OK, j'ai un trou là, je vais le placer là. Puis on le voit avec l'IA. Quand l'IA, dans le simulateur, il fait face à une compétition contre notre humain. Les premiers 8 avions, parce qu'on a 8 endroits pour se faire dégivrer à l'aéroport de Montréal, notre opérateur est aussi bon. Notre contrôleur est aussi bon que l'IA. Même des fois, il va peut-être le battre. C'est un contrôleur expérimenté. C'est un contrôleur expérimenté, exactement. Très bon point. À Montréal, tout à fait. Mais dès que la deuxième série d'avions, la troisième, écoute, en après-midi, lorsque c'est des avions plus grands, l'IA, il continue à augmenter comme ça en performance, puis il détruit notre contrôleur aérien. Ah ouais? Comment que le contrôleur aérien se sent par rapport à ça? Ben, il ne sait pas trop pour l'instant parce qu'il il continue à l'apprendre, mais on est en phase de déploiement en ce moment. Et puis, bien sûr, avec la COVID, il y a beaucoup de nouvelles générations de collègues qui rentrent dans notre business. C'est des gens qui textent, c'est des gens qui ont un téléphone, c'est des gens qui sont au courant un petit peu où est-ce que l'IA s'en vient. Puis c'est beaucoup de jeunes qui sont habitués à dealer avec des changements informatiques. Fait que ça, eux, ils aiment ça. Eux, ils adorent ça. Je m'excuse de l'anglicisme, ils thrive sur l'innovation puis comment que ça peut faire. Ils sont vraiment excités de faire partie de notre business puis pouvoir commencer à utiliser l'IA parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets opérationnels d'IA en aéronautique, en aviation, d'un point de vue opérationnel. J'avais une question, je voulais t'emmener ailleurs un peu. Comment tu as réussi à convaincre ton père d'embarquer dans le projet? Écoute, il n'est toujours pas convaincu à 100%, mais comment on a commencé à le convaincre? Bien, on a passé beaucoup de temps à faire de l'analyse pour voir quelle sorte de projet on pouvait faire, combien ça allait coûter, c'est quoi notre retour sur investissement pour chaque projet. Puis, on a été chercher beaucoup, bien sûr, on a essayé d'avoir le plus possible du support des gouvernements, du support financier. Finalement, on a eu le support de Scale AI et puis ensuite de ça, déjà là, ça l'a aidé à avaler la pilule. Mais notre président n'était toujours pas convaincu. Essentiellement, c'est une personne qui a de la misère à voir c'est quoi la différence entre
les comptes de texte puis les comptes de courriel sur son téléphone. Ça fait 2 ans qu'il texte. Fait que, c'est quelqu'un qui apprend encore avec les innovations. Mais comment on a réussi à le convaincre, c'est qu'on a été patient. On n'a pas bousculé les choses. On lui a dit, OK, combien de dollars est-ce que tu es prête à risquer pour un retour, puis pendant combien de temps? Fait que là, ça nous a donné, OK, mettons, on a 6 mois devant nous, puis qu'est-ce que tu as besoin dans 6 mois pour qu'on puisse continuer? Ou qu'est-ce qui va faire qu'on doit arrêter? Alors, bien sûr, c'est une chose de faire un investissement, mais c'est une autre chose d'avoir son retour aussi, parce que c'est bien beau investir, mais tu ne peux pas investir pendant 3 ans sans avoir un revenu qui revient pour un certain produit. Fait qu'on était de cette façon-là, dit, OK, à chaque 6 mois, on va atteindre cette limite-là qu'on s'est mis. Et puis ensuite, on va dire, OK, c'est quoi notre prochaine limite, dans combien de temps, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse continuer. Fait qu'on a été limite par limite. Puis même aujourd'hui, même s'il est venu faire un tour ici tantôt, il dit, des fois, il ne pense pas comment que le projet qu'on fait, ça peut être possible. C'est pas qu'il ne croit pas, c'est juste qu'il ne sait pas comment ça pourrait exister, comment quelque chose d'informatique pourrait faire ça tellement mieux qu'un humain en ce moment. Ouais, je peux comprendre que c'est dur à comprendre un peu comment l'IA fonctionne en arrière. Tu sais, des fois, quand une technologie est comme assez avancée, tu as l'impression que c'est magique. Tout à fait. C'est comme dire, est-ce que, tu sais, il y a 15 ans, on n'aurait jamais dit que Waze pourrait exister. Et c'était juste, on n'était pas là. Et maintenant, les choses avancent, puis ça devient de tous les jours. Moi, je ne pars jamais sans mon Waze ou Google Maps pour voir, y a-t-il un accident quelque part? Puis, je pense toujours que je peux battre Waze, mais essentiellement, ça revient toujours à la même chose. Ouais, j'ai fait cette erreur-là quelques fois de m'ostiner avec Google Maps, puis finalement, c'est toujours pire. Maintenant, je l'écoute attentivement. Pendant de convaincre ton père, je pense que vous avez dû convaincre d'autres gens, d'autres investisseurs, d'autres fournisseurs, des partenaires. Comment ça s'est passé avec eux? Oui, essentiellement. Alors, bien sûr, on a le milieu aéronautique. On travaille beaucoup avec les régulateurs, que ce soit le gouvernement canadien et américain, les aéroports et aussi les compagnies aériennes. Tout le monde doit être en accord pour lorsqu'on rentre une nouvelle innovation, bien sûr. Alors, je dirais, ça nous aide beaucoup qu'on a une compagnie d'innovation. À chaque 3 à 5 ans, on est reconnu pour être innové puis amener des nouvelles choses pour pousser l'innovation, pousser le secteur aérien de dégivrage à des nouvelles choses. Fait que juste ça a beaucoup aidé notre branding, puis tout le monde sait que c'est ça qu'on fait. Alors, c'était pas nouveau. Les gens s'entendaient presque. Ils s'entendaient à ce qu'on arrive avec quelque chose, mais par contre, lorsqu'on est arrivé avec, on a dit, OK, ça sort pas de nulle part. On a des partenaires qui nous aident pour faire ça. C'est des experts. Non seulement ça, ils savent que nous, ce qu'on va faire, ça fonctionne parce qu'on a le parcours. Ça fait 28 ans, 30 ans qu'on fait ça. Puis à chaque fois, on était capable de livrer la marchandise. Alors, ça, c'était une chose de régler. Par contre, sécurité, c'est primordial. Alors, non seulement on a pris le temps cette année pour faire des démos, l'utiliser live. Donc, on a différentes parties du projet qu'on a testé, qu'on va pouvoir montrer comment ça fonctionnait cet hiver avant de l'implanter. Puis non seulement quand on va l'implanter, on va garder notre ancienne plateforme qui va rouler en même temps. C'est bidirectionnel. Fait que ce soit l'opérateur, si sa plateforme va planter, ou notre contrôleur, sa plateforme plante, notre plateforme qu'on utilisait cet hiver va rouler en même temps à côté de lui. Fait que n'importe quand, si quelque chose tombe, il est capable d'utiliser sa vraie plateforme, puis il ne repart pas de scratch. Il repart, OK, on n'est plus en papier encore, on est encore électronique. Tout va continuer à rouler, puis toutes nos plateformes se parlent ensemble, aussi avec nos fournisseurs ou les clients. Donc, on s'assure qu'il n'y a jamais d'arrêt de service à tout moment, là, même si on est en phase d'innovation puis d'intégrer l'IA. Tout à fait. Puis même, tu sais, en ce moment, si on a un arrêt de service, en ce moment étant avant notre IA, avant qu'on ait un arrêt de service, on retournerait au papier. Ouais, Tandis que là, la prochaine chose, c'est OK, quand on va l'an prochain avec l'IA, si on a un arrêt de service, on continue l'électronique. Chez notre arrêt de service qui n'est jamais arrivé, on va au papier. Alors, on est quand même extrêmement sécuritaire, plus sécuritaire qu'avant. Puis aussi, bien sûr, on fait des audits, on appelle ça en anglais un risk assessment, pour s'assurer, OK, c'est quoi notre niveau de risque sur chaque décision. Puis en ce moment, l'hiver prochain, basé sur notre risk analysis, on est plus safe qu'on l'était avant. Est-ce que c'est ton premier projet d'IA officiellement? C'est notre premier projet d'IA. On peut quasiment dire que c'est notre deuxième parce qu'on a essayé d'aller au financement, une autre source de financement essentiellement provincial. Puis on s'est fait claquer la porte au tout début. Alors on s'est dit, OK, on va peut-être aller plus gros. Quand on est allé plus gros, on a fait un projet scale. Puis on s'est dit, OK, on va en faire plus en même temps.
Fait que, allons-y là-dedans, puis ça a fonctionné. Alors, on n'était jamais été dans la partie de coder, essentiellement avant qu'on se fasse shutdown, mais toute la partie planification, on a passé 9 mois avec Vauban dans notre business à analyser toutes les données qu'on a. Pas juste données de dégivrage, mais tout. C'est là qu'on a dit, OK, on peut faire ça, ça va coûter X, mais notre retour est Y. On fait ça pour tous les projets, puis c'est vraiment une bonne planification qui nous a donné le temps que, OK, lorsqu'on voulait aller big, on a pris, OK, on va faire tout ça, puis on savait exactement quand on avait le go, bien, tout est parti, puis ça roule, ça n'a jamais arrêté. Comment tu as trouvé les interactions avec nos experts chez Vauban? Je trouvais ça formidable. Je suis extrêmement passionné, puis lorsque je suis sorti de notre première petite retraite pour sortir toutes les idées de la tête, j'étais comme, finalement, c'est quelqu'un qui pense comme nous. C'était la première fois qu'on dealait avec une firme externe qui n'est pas un client, qui est capable de comprendre les choses aussi rapidement, puis sur le lendemain, de mettre en place. C'était pas quelque chose qu'on devait répéter, c'était des humains, une équipe qui parlait le même langage que nous, même si vous n'aviez jamais fait de déjurage de votre vie. C'était vraiment le fun pour ça. Toi, personnellement, tu te souviens-tu de la première fois que tu as utilisé de l'IA? La première fois que j'ai utilisé le IA... La première fois que tu as utilisé ChatGPT? Écoute, j'ai utilisé Copilot Pro, payé avant ChatGPT, parce qu'on est vraiment on est fou avec la sécurité cyber chez nous. Alors, personne ne peut utiliser quelque chose qui est public et non sécuritaire. Mais la première fois que j'ai utilisé Copilot, Microsoft Copilot Pro, essentiellement, c'était pour faire des sommaires de courriels ou n'importe quel, parce que malheureusement, je ne parle pas très bien français ou l'anglais, puis j'écris encore moins bien. Alors, j'utilise, à chaque fois que j'ai un courriel sérieux, j'utilise toujours Copilot pour m'aider avec mon courriel, puis c'est tout le temps, 9 fois sur 10, c'est fantastique. Non seulement ça, j'ai beaucoup de courriels, puis j'utilise souvent Copilot plusieurs fois par journée pour faire un sommaire de c'est quoi les courriels ou les messages Teams qui sont hot, que je vais porter mon attention dessus. Tu connais la joke que les gens ils vont prendre des bullet points pour écrire leur courriel. Puis quand moi, je reçois le courriel, je demande à ChatGPT, peux-tu me remettre le courriel en bullet point puis me dire c'est quoi les action points? C'est fantastique ça, non, je savais pas ça. Tu nous as parlé de Copilot, peux-tu nous parler un peu? Tu as eu un projet, wow, une découverte vraiment importante pour toi dans Copilot? Oui, écoute, on en a 2 grandes. On a découvert que Copilot pouvait prendre des notes automatiques dans les rencontres. Alors, ça fait, je dirais, 6 à 9 mois que tous les meetings qui sont récurrents dans notre business, il n'y a personne qui prend les notes. C'est Copilot qui est en charge de prendre les notes essentiellement. Ça fonctionne quand même vraiment bien. Hein? Non seulement ça fonctionne bien, mais nous, on a une business internationale basée en Amérique du Nord, puis on bouge avec le français et l'anglais constamment. Copilot détecte dans quelle langue que tu parles, il s'adapte en conséquence automatiquement, ou il donne un heads-up pour le faire. Il prend ses notes en conséquence. Puis non seulement ça, maintenant, on est capable de faire la même chose, mais avec l'externe aussi, avec des clients d'autres aéroports qui ont dit, OK, pourquoi on paierait quelqu'un pour prendre les notes de notre rencontre? Nous utilisons Copilot. Alors, c'est ça qu'on fait conjointement avec un aéroport très proche d'ici pour maximiser le temps puis les dépenses. Et en même temps, les notes qui sortent de là sont absolument fantastiques. Est-ce que tu as eu un moment où tu as utilisé comment dire? Est-ce que tu as eu un moment où tu as utilisé un modèle d'IA, disons Copilot, que tu as regardé le résultat, tu es un peu tombé en bas de ta chaise? Le premier, c'était ça, mais lorsque je suis vraiment tombé de ma chaise, c'est lorsque j'ai découvert que Microsoft, à travers des différentes vidéos YouTube que je regardais pour apprendre comment utiliser Copilot, il avait créé un endroit où est-ce que tu peux faire ton propre agent, ton propre agent essentiellement. Puis après quelques vidéos YouTube, j'ai réalisé, OK, c'est vraiment pas compliqué ça. C'est comme un peu Power Apps de Microsoft, mais pour le IA. J'ai dit, OK, j'ai pris littéralement 15 minutes de mon temps, parce que je trouvais ça ben trop important, pour essayer d'en bâtir un. Et puis, il n'est pas parfait, mais ça pourrait potentiellement sauver énormément de travail chez nous. Puis non seulement ça, peut-être quelque chose qu'on va être capable d'exploiter puis exporter. Essentiellement, l'outil, c'est que, comme pour une auto, si tu as un check engine qui s'allume, tu poserais la question sur une application,
pour te dire qu'est-ce que tu devrais faire ou comment tu t'assures que ton auto ne va pas briser ou comment t'assurer de la faire fonctionner. C'est la même chose. Un exemple, on est capable de poser la question à l'application et de dire quel devrait être le torque pour la bolt sur la roue de ce camion-là. Puis en ce moment, l'application est capable de nous donner la bonne réponse en 5 secondes. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi là, les agents l'agentic qu'ils appellent, là, ça va vraiment... Un agent, c'est un système qui a toute l'intelligence des modèles de langage, style ChatGPT, Copilot, mais qu'en plus, c'est capable de poser des actions. Fait que dans ce cas-ci, ça pourrait être un agent, vous posez une question, justement, c'est quoi le torque de ma boat ou telle pièce dans l'avion, puis il va être en mesure d'aller chercher l'information dans de la documentation, dans des données, puis éventuellement même de prendre une décision par rapport à ce qu'il va découvrir dans les données. Ouais, c'est absolument fantastique. Je pense qu'on vient juste de commencer à utiliser ça, puis le futur, je veux dire, c'est absolument incroyable qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça, puis projeter, je veux dire, il y a 1 an, on dirait que Copilot venait de commencer, puis on est déjà rendu à ça. Je peux pas comprendre où est-ce qu'on pourrait être dans 2-3 ans avec ça. Ça va être complètement irréel. Oui, c'est parce que l'avancement de l'IA est terrible en ce moment. Là. J'en ai parlé plusieurs fois, mais à tous les 6 mois, l'intelligence des modèles double. Pour ceux qui connaissent la loi de Moore, c'est 5 fois la loi de Moore. La loi de Moore qui était à tous les 2 ans, la puissance informatique double. Là, c'est à tous les 6 mois, les modèles d'IA double. Ah, c'est complètement capoté. Fait que, nous, ce qu'on dit à notre équipe, c'est utilisez-le. Essayez l'IA. C'est pas compliqué. Clique sur le bouton. Voir qu'est-ce qui va arriver. On aurait tous dédié 5 à 10 minutes de notre temps par jour pour le tester, l'utiliser. Les possibilités sont infinies. Puis ensuite de ça, ça va devenir habituel. On devrait cliquer plus souvent sur ce bouton-là que sur le bouton de nos courriels. Il y a tellement de possibilités. Instagram devrait être fini. On devrait tous juste jouer avec l'IA puis voir qu'est-ce qu'on peut faire dans nos vies de tous les jours au travail pour maximiser ce qu'on fait. Là. Exactement. Puis souvent, je dis, on a appris à googler. Maintenant, c'est le temps d'apprendre à ChatGPT, je ne sais pas si ça se dit, ou aller sur Copilot, mais vous allez apprendre à utiliser les modèles, vous allez apprendre les limites, puis à un certain moment, comme je disais, ça avance très vite, vous allez découvrir des limites, vous allez dire, OK, je suis incapable de faire ça avec les modèles d'IA en ce moment, vous allez réessayer dans 6 mois, puis ça va fonctionner. Fait que ça va excessivement vite. Merci Gabriel de t'être prêté au jeu, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci tout le monde, on se reparle à un prochain podcast. Au revoir.